Bonjour, on va discuter aujourd'hui d'une autre ressource. Parce que je fais pas mal de vidéos, en tout cas j'en ai fait quelques-unes et j'en ferai d'autres sur le site PTGPTB, Places to Go, People to Be, qui est un superbe site d'information sur le jeu de rôle avec des tas d'articles sur la théorie du JDR et autres. Mais j'ai envie de parler aujourd'hui des ouvrages de Lapin Marteau, une petite maison d'édition qui, je crois, alors je suis vraiment pas sûr, mais je crois qu'à sa tête, on retrouve les personnes qui sont sur ce auteur et autrice sur ce livre, hein, Coralie David et Jérôme Larrey. Puisqu'on est sur cette fiche, autant parler de ce livre, parce que je vais en parler d'un autre aussi, mais la boîte à outils du meneur de jeu, je vais m'attarder sur un de ces articles un peu ensuite. C'est plusieurs centaines de pages d'informations vraiment, vraiment cool et utile. Il n'y a pas forcément besoin de tout lire, hein. C'est pas un roman, on n'a pas besoin de lire ça du début à la fin pour que ça soit utile, puisque ce sont une série de... peut-être, je ne sais pas si on peut dire fiches, parce que fiche ça fait penser à une page, c'est plutôt une série d'articles qui vont... je vais montrer un petit peu après le contenu, le sommaire, mais... Et alors, c'est disponible en plus en PDF. Moi, j'ai un ami qui a acheté la version... alors, si on va là, sur leur site, on va aller dans le recueil. Voilà. La boîte à outils du meneur de jeu, ainsi que Mener des parties de jeux de rôle. Ce sont deux livres orientés plutôt MJ, hein, meneur, meneuse. Alors, c'est celui-ci que j'ai vu en physique. C'est un beau bébé déjà. C'est un beau bébé. Et normalement, je crois que la boîte à outils serait encore plus gros, mais ouais, c'est même sûr. Donc, on en a pour son argent, même si ce ne sont pas des livres extrêmement bon marché, mais il y a vraiment de la matière derrière. Moi, j'aime bien le numérique, le PDF, donc j'ai pris les versions, les versions e-book, qui sont du coup à 15 et 10 euros. C'est vraiment sympa. J'ai pris aussi le PDF de Jouer des parties de jeux de rôle, qui est plutôt, comme son nom peut le suggérer, bien que ça puisse prêter à débat, c'est plutôt là pour les joueurs et les joueuses, même si d'aucuns diraient que les meneurs sont des joueurs comme les autres. Mais après, celui que j'ai pas, parce qu'il n'est pas en version numérique, c'est Jouer avec l'histoire, mais comme c'est un sujet qui m'intéresse, je pense que je le rachèterai. Je sais pas si dans les conventions ils le mettent sur leur stand, mais au pire je le commanderai un de ces jours. Quoi qu'il en soit, dans des vidéos de ce type, ce sont essentiellement les livres boîte à outils et Mener des parties sur lesquels je vais m'attarder. Bien que Jouer des parties de JDR, why not, hein, j'avais contribué un peu dans Casus Belli à la série d'articles qui s'appelait... je sais même plus. En gros, il y avait des séries d'articles dans Casus, soit pour donner des conseils au MJ, soit au PJ, et c'est c'est tout à fait légitime aussi. Alors voilà, j'étais sur un article dont j'ai envie de parler un petit peu, mais on voit là, non c'est caché en haut, mais je descends un peu ça. Là je suis sur le lecteur de PDF Sumatra, hein, et on voit qu'on a 784 pages, ce qui n'est pas rien. Et en gros, donc là c'est la boîte à outils du meneur de jeu, donc par Coralie David et Jérôme Larrey. On a le sommaire est tellement riche que là on va utiliser peut-être, je sais pas, la proposition de Sumatra là, parce que c'est un PDF aussi qui a l'avantage, ça devient courant maintenant, mais c'est pas toujours le cas, qui a l'avantage d'avoir été bien fait. Donc il y a bien la reconnaissance des chapitres et des sous-chapitres dans vos lecteurs de PDF favoris, hein, c'est pas rien. Donc il y a 3 grandes catégories, 4 même: organisé, scénarisé, animé et varié. Et à chaque fois, on a toute une série d'articles qui ont des astérisques à côté de chaque titre, qui correspondent simplement à la difficulté. En gros, si vous débutez en tant que MJ, vous serez invité à commencer par les 1 étoile pour aller ensuite vers du plus complexe, Donc ça va de débriefer une partie, ce qui est vraiment utile et souvent agréable. Savoir comment faire peur, ce qui est une question qui peut revenir souvent, mais que j'ai abordée plutôt dans un podcast, je crois.
Moduler sa voix, enfin il y a vraiment plein de choses, hein. C'est très complet. Je suis loin d'avoir tout lu, mais ça sera l'occasion dans ces vidéos. Alors mon but c'est pas de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'acheter leurs livres, et de toute façon le concept de boîte à outils c'est vraiment ça. L'idée c'est que vous l'ayez pour vous. Je vous encourage vivement à acheter une version ou l'autre, c'est-à-dire papier ou PDF, et à vous en servir. Après, moi dans mes vidéos, même si il me faudrait un temps fou pour tout faire, et je pense pas que je ferai tout, et quand bien même ce serait le cas, c'est pas la même chose que de le posséder, évidemment. J'étais en page 122, je crois. Placer les joueuses. C'est un petit exemple que je trouve intéressant d'article à une étoile, une astérisque. Donc dans le sens où voilà, ça c'est pas compliqué à appréhender. Et c'est une question où j'apporterai aussi mon humble petit éclairage personnel, parce que c'est vrai que pour avoir participé à quelques conventions de JDR où on peut se retrouver dans des environnements un peu particuliers, parfois bruyants, j'ai fini par avoir mes propres préférences là-dessus. Alors, éclaircissons déjà de quoi il s'agit. Placer les joueuses, là, ce qu'on entend par là, c'est comment placer les personnes qui jouent avec vous à votre table, autour justement de la table s'il y en a une, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Donc, pourquoi on voudrait avoir à réfléchir à la question? Parce que souvent on va juste s'installer sans trop y réfléchir, tout le monde se met il ou elle veut, et puis basta, c'est parti. Là, il y a quelques raisons qui sont proposées. Donc optimiser l'immersion, revoir la façon dont le groupe se répartit la parole. Ça c'est si on est sur une campagne, enfin un groupe régulier en tout cas, ça peut être une série de one shot, mais si on joue régulièrement avec les mêmes personnes et qu'on voit que ça tombe pas trop, peut-être qu'il va falloir réfléchir au plan de table. C'est aussi un moyen de montrer qu'une partie va être différente. Si en général on n'aborde même pas le sujet et qu'un jour on dit aujourd'hui toi mets-toi là, nanana, ça peut laisser entendre qu'on va jouer une partie spécifique un peu vraiment différente. Et le simple fait de mettre en place cette anticipation, ça peut déjà participer à l'ambiance et à l'engagement émotionnel dans la partie. Et enfin, et c'est le point que j'ai un peu mentionné, ça peut permettre de compenser des contraintes liées à l'environnement de jeu. Donc il y a plusieurs variantes possibles, je ne vais pas forcément tout lire, hein, mais en gros, là on va évoquer les différentes façons de s'organiser autour d'une table ou autre. Les tables rondes, d'ailleurs, c'est pas extrêmement... J'ai pas joué souvent autour d'une table ronde, mais c'est vrai que c'est pas mal. Souvent, on a des tables rectangulaires, parce que c'est ce qu'il y a le plus courant. Et en convention de jeu de rôle, on a quasiment que ça, puisque ce sont les tables pliables qu'on peut récupérer dans les gymnases et autres lieux publics ou semi-publics. C'est quasiment tous dans les mêmes tables. Elles sont rectangulaires et elles peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes facilement, mais je conseille pas forcément d'être assise dessus. Ceci dit, on n'est pas obligé d'être autour d'une table. On peut s'installer quand on va jouer chez des gens. C'est pas rare qu'on soit disséminé sur différents canapés, fauteuils, un peu par terre, etc. Sans compter les parties en ligne, mais ça on va pas tellement s'y attarder ici. Dans certains cas, on a des configurations plus rares, comme le multitable ou les parties où il y a plus d'un meneur à la fois. De temps en temps, il y a une personne qui est là juste pour interpréter un PNJ. Ça m'est arrivé un petit peu, pas très souvent, mais dans ce cas-là, on peut s'installer comme les autres, ou alors ça peut être quelqu'un qui se met à côté du MJ, ou même qui va venir juste pour certaines parties de la soirée sans être là tout le long. Enfin, il y a plein de choses d'imaginables. Et on peut même imaginer des jeux où il est interdit de s'asseoir ou ce genre de choses. Ça peut être des phases de jeu, ou même pour toute la partie. Il y a plusieurs jeux, il me semble, de Batro, des jeux un peu psyché, un peu punk, dans lesquels on est censé jouer debout. Enfin, en tout cas, pas assis, quoi. Bon. Voilà. Donc, dans le mode d'emploi qui est proposé ici, le premier point, c'est déterminer la place du meneur ou de la meneuse, en partant du principe qu'on est autour d'une table rectangulaire.
Et là, deux choix sont mis en avant, alors qu'il faut interpréter de façon non... Enfin, vous allez voir, je vais expliquer. Parce qu'on parle de s'installer en bout de table à l'anglaise ou de s'installer au milieu d'un des côtés à la française. Ça ne veut pas dire qu'en France, on joue en mettant le MJ sur un côté en général. C'est plutôt, si j'étais allé voir la note, là, ça parle plutôt de vieilles traditions qui sont liées à l'art de la table plutôt avant. Enfin, c'est un bon moyen d'évoquer la question. En général, enfin moi je m'installe plutôt en bout de table. En général, il me semble que c'est quand même ce qu'il y a de plus courant de loin, mais on verra qu'il y a des avantages et inconvénients aux deux. Ça permet, comme pendant très longtemps, donc je commence à parler un peu de ce qui est noté après. Hein. Pendant très longtemps, on jouait avec des écrans de MJ. Je dis ça comme si c'était fini, ce n'est pas complètement du passé. Et on vend encore beaucoup d'écrans de maître de jeu, mais c'est vu comme moins systématique aujourd'hui. D'une part, parce qu'il y a de plus en plus de jeux à narration partagée pour lesquels l'écran n'a pas trop de sens. Et même dans les jeux qui restent traditionnels, alors ça peut être intéressant de cacher des notes si ça peut dévoiler des intrigues trop rapidement, mais pour les jets de dés, on va de moins en moins vers le ou la MJ qui va faire des jets cachés derrière son écran. Quoi. Je pense qu'on a tous et toutes fait ça en tant que MJ à une époque et on a tout à fait le droit de continuer, c'est complètement légitime. Mais en tout cas, moi, quand j'étais MJ ado il y a très longtemps, je faisais tout derrière mon écran. Et ça me servait souvent à sauver. Hein. C'est pas par sadisme en général, c'est plutôt par gentillesse. Ça me servait plutôt à réduire les dégâts qu'infligeaient les ennemis pour sauver les PJ sur des systèmes parfois un peu hardcore. Mais les joueurs que j'avais étaient peut-être dupes au début, mais pas éternellement. Donc pour retrouver un peu l'excitation du réel, on a tendance de plus en plus, il me semble, à faire léger en public devant toute la table pour qu'on soit certain qu'il n'y a pas de triche, même si c'est une triche pour sauver la peau de certains PJ. Qui plus est, pour aller encore un peu plus loin, il y a aussi de plus en plus de jeux qui font en sorte que côté MJ, on n'est pas trop à lancer de dés, voire pas du tout. Donc à ce moment-là, la question ne se pose même plus. Quoi qu'il en soit, être en bout de table à l'anglaise, si on a besoin d'un écran, c'est quand même une position assez importante. Parce qu'on n'a personne sur les côtés, c'est plus gérable. Mais d'autres propositions, enfin d'autres raisons sont données à ce choix de positionnement. Donc ça peut donner une certaine solennité au rôle de meneur. Hein. C'est vrai que ça fait, voilà, c'est ce qu'on appelle dans les repas présider la table. Donc ça peut participer à poser une certaine ambiance. Ça peut rassurer comment dire, juste vu que justement il y a un rôle un peu mis en avant pour le MJ dans le jeu préside, etc. Ça soulage un peu la pression du côté des autres en mode voilà, quelqu'un gère la table, moi je vais jouer pour les gens qui débutent, ça peut être pas mal, ça peut être plus cool de se dire cette personne a la responsabilité de faire en sorte que tout se passe bien, même si c'est pas vrai à 100%, ce ressenti va aider à y aller tranquillement, quoi. Il y a aussi le fait que si on a beaucoup de matos, ça peut être pratique de se mettre en bout de table et d'avoir potentiellement une chaise à côté ou une autre petite table en plus pour ranger des choses. Ça va avec l'écran, le fait qu'on peut avoir des choses à cacher. Et pour garder une distance physique aussi, là, ça parle parfois d'inimitié, hein, c'est-à-dire de mauvaises relations qu'il peut y avoir entre des personnes. Évidemment, il est fortement conseillé de jouer qu'avec des gens avec qui vous vous entendez bien et que les joueurs et joueuses de leur côté s'entendent bien aussi. Parfois, il y a de bonnes raisons qui peuvent l'emporter pour qu'on joue quand même si l'entente n'est pas parfaite. À ce moment-là, le placement peut gagner aussi en importance. Alors, on parle aussi d'ambiance paranoïaque, mais ça c'est pour l'échange de papier, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus. La configuration qui est appelée à la française, qui comme je disais n'est pas forcément spécifique
spécifique à la France dans les conventions de JDR, bien sûr. Donc c'est quand sur un côté de la table, il y a le ou la MJ en plein milieu et potentiellement des joueurs sur les côtés. Si on fait ça rarement, ça peut, comme je disais tout à l'heure, participer au fait de montrer que la partie va être spéciale, qu'il y aura des surprises et potentiellement ça peut être un moyen de mettre en avant le fait qu'on va avoir une narration peut-être un peu plus partagée que d'habitude. Bon, pour des raisons purement logistiques, si des joueurs ou joueuses ont besoin d'être sur les côtés pour des raisons genre mobilité réduite, etc., ça peut faire complètement sens. Ça joue sur l'implication. Et si on n'a pas besoin de jouer derrière un écran, bah ma foi, qu'on soit là ou ailleurs, ça change pas grand-chose. Il faut voir aussi comment il faudra se tourner pour parler aux gens, bien sûr. Il y a des tas de choses à voir. Donc, ce qui implique que forcément, suivant le nombre de personnes à table, ça va aussi varier la façon dont vous allez vous installer. Si le jeu utilise des ressources qui doivent changer de main, ça peut être pas mal d'être à cet emplacement pour pouvoir participer au côté croupier, hein, c'est-à-dire participer au déplacement de ces jetons si le reste de la tablée n'a pas forcément encore trop l'habitude du système. Enfin, si on joue dans un environnement bruyant ou qu'on veut économiser la voix, être placé ainsi, ça évite d'avoir des gens très éloignés, puisque dans la configuration à l'anglaise, si on est en bout de table, forcément on a 2 voire 3 personnes qui sont à l'autre bout assez loin, ce qui peut nécessiter de forcer un petit peu. Donc voilà, pardon. Donc ça peut participer, je disais aussi un peu à l'ambiance. Là, ça va être la proposition, c'est de parler de franche camaraderie. Comme on le disait tout à l'heure, qu'il y avait un côté un peu solennel avec la structure à l'anglaise. Inversement, hein, si on s'installe comme d'autres joueurs ou joueuses, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de rôle plus élevé que d'autres. Tous et toutes camarades. Alors ensuite, comment placer précisément les gens? Je vais moins m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment, je veux dire, soit on est en convention, enfin, je dis pas que les conseils sont mauvais et inutiles, mais je veux dire, soit on est en convention et on connaît pas les gens avec qui on joue, donc on va pas pouvoir utiliser tellement ces conseils-là. Soit on est avec des gens qu'on connaît bien et oui, alors s'il existe des inimitiés ou animosités entre personnes, si vraiment on peut pas y échapper, faut essayer de les éloigner le plus possible, en évitant les face à face ou je sais pas. Bon, mais en gros, si quand même, pensons à ça. Pour les gens qui ont une voix qui porte bien ou avec qui on discute facilement, c'est l'occasion de les mettre loin parce que de toute façon, on arrivera quand même à parler avec eux. C'est garder près de vous les personnes avec qui ça peut être plus compliqué, les personnes plus timides ou avec une plus petite voix, etc. etc. Voilà. Après, il y a d'autres conseils dans des cas, qui concernent des cas très précis, hein, genre est-ce qu'on doit échanger les signaux avec une personne? Alors, on pourrait penser que le conseil serait de mettre la personne près de nous, mais c'est à l'inverse. C'est en étant plus loin qu'on pourra lui faire des signaux discrets. Alors qu'une personne à côté, si on tourne la tête vers elle, c'est très vite remarqué. La section déconstruire l'espace de jeu évoque un peu le freeform, enfin le jeu sans table et compagnie. C'est ce qu'essaie de faire de plus en plus Fibre Tigre, par exemple, qui fait les séries Game of Roll. Lui, son idéal, ça serait quand même du JDR sans table. Il aime pas trop, il le répète régulièrement, hein, qu'il est pas fan, il aime bien le JDR traditionnel, bien sûr, mais il aimerait que le genre évolue pour aller vers quelque chose de plus libre et peut-être un peu plus théâtral, mais tout en restant du JDR. Le JDR, c'est pas être autour d'une table avec de la pizza et lancer les dés. Du moins, ce n'est pas que ça n'a pas vocation à rester que ça. Mais quoi qu'il en soit, on mentionne juste l'idée que on n'a pas à se limiter à ces dispositions qu'on a évoquées plus haut.
Il faut pas hésiter à tester des choses. C'est ça qui est cool, et à tester et à partager les expériences pour que d'autres éventuellement continuent à étoffer ce qu'on aurait pu essayer de défricher. Voilà, voilà. Alors, attention, parmi les derniers conseils proposés là-dessus, je relève celui-ci. Attention à ne pas paraître trop autoritaire ou contraignant. Ça s'intéresse à tous les conseils qu'on a donnés plus haut, bien sûr. Même si vous pensez avoir de bonnes raisons pour vous installer la table comme ceci ou comme cela, il est évident que ça reste, en tant qu'MJ, on n'est pas amené à être dictateur non plus. Ça reste quelque chose qui se discute à plusieurs, évidemment. Et pour revenir sur ce que je disais au début par rapport à ma propre expérience en convention, comme en général je me mets en bout de table, donc ce qui était décrit ici comme étant à l'anglaise, si on a une table où je suis en bas, il y a 2 personnes de chaque côté et une personne encore au fond s'il y a 5 PJ, je trouve que la personne tout au fond, si le lieu est vraiment bruyant, même si ça se joue à 40 cm de plus, hein, mais je trouve que ça peut faire une différence d'avoir une personne encore un peu plus loin vers laquelle il faut crier encore un peu plus fort. C'est que du un peu à chaque fois, mais dans des conditions... Bon, moi, c'est vrai que le bruit, ça me dérange facilement, donc dans ces conditions-là, et avec en plus le fait que plus il y a de PJ, plus les complications peuvent se multiplier avec des gens qu'on ne connaît pas. Bon. J'ai tendance maintenant en convention à ouvrir mes tables que pour 4 personnes, 4 PJ. Je dis pas que je ne ferai jamais l'exception, il y a des jeux qui se prêtent, comme Tout le monde est John par exemple. J'ai pas encore fait en convention, mais si ça arrive, je mettrai peut-être 5 personnes quand même, parce que il se prête bien à un nombre de PJ plus élevé, de pseudo-PJ. Mais sinon, ouais, sinon 4, ça me paraît bien en maximum. On a vraiment... on peut essayer de se resserrer pour bien s'entendre. Mais j'ai pas essayé en convention la position à la française, comme on disait. À voir. Bah, ça peut être après plus adapté, enfin suivant le nombre de personnes, si on n'est que 3. Essayons de réfléchir. Si jamais tout le monde ne se pointe pas et qu'on commence la partie à 3 PJ, je veux dire, plus moi, où est-ce que je me mettrais? Bon, ça dépend un peu de la table, mais ça pourrait être rigolo. Ça fait un peu entretien d'embauche, un peu chelou, mais si la table est assez grande pour que les 3 personnes se mettent d'un seul côté, est-ce qu'en se mettant en tant que MJ en face, on est vraiment un peu dans la posture du candidat en entretien d'embauche devant un jury de 3 personnes. Donc ça inverse presque le rapport de force, si je puis dire. Ça peut être un peu étrange, mais au niveau de la voix, ça serait, je pense, assez reposant et intéressant. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a des liens avec les autres recueils aussi. On propose d'aller voir le livre Mener des parties de jeux de rôle, organiser des parties, créer des émotions, jouer en musique, et le livre Jouer des parties de jeux de rôle, jouer ensemble, coopérer et rivaliser, etc. On est vraiment sur des recueils très riches, hein. Je reviens sur le général la généralité de ce que propose Lapin Marteau. Ici, on a une autrice, un auteur, mais sur l'autre livre que j'utiliserai sur d'autres vidéos, il y a plein d'auteurs, hein, dont des gens qui ont signé beaucoup de scénarios de JDR ou de romans, quoi. On en reparlera en temps voulu. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous souhaite bon jeu, bonne préparation. Et puis, si vous avez des suggestions de positionnement pour jouer autour d'une table ou autre, dites-moi. Ça me fait penser, je finis juste là-dessus. J'ai joué une fois dans un théâtre. On en reparlait récemment avec l'ami Moclo. On avait joué à Montpellier dans le théâtre de la Plume. On était une quinzaine. Et là, on s'était organisé encore un peu différemment, parce que bon, quand on parle de table à plus de 10 personnes, c'est encore un autre délire, mais ça avait très bien marché. On aura peut-être l'occasion de reparler, mais là, je vais m'arrêter là-dessus, comme je l'ai dit il y a 2 minutes. À une prochaine fois. Ciao.